Bernard Hoffner a écrit le journal de bord de la retraduction collective de Ulysses. En voici une version écourtée. Dans un post-scriptum à ce texte, il précisait « Il va sans dire que ce journal des bords n'est pas celui de l'équipe, mais uniquement celui de l'un des traducteurs de l'équipe. » Été 2000. Coup de téléphone de Jacques Aubert, qui me demande si traduire Ulysses de James Joyce m'intéresserait. Déception immédiate en apprenant qu'il s'agit d'un travail en équipe. Jacques me demande quel épisode me passionne particulièrement, et sans hésitation, je choisis l'avant-dernier, Ithaque, le style question-réponse du catéchisme. Chaque épisode ayant été écrit dans un style différent, l'équipe aurait pu se composer de 18 traducteurs. En fait, nous sommes 13 au départ et 8 à l'arrivée. 30 octobre 2000. Première réunion de l'équipe dans un beau salon chez Gallimard, en présence de Stephen Joyce, le petit-fils de Joyce. S'y retrouvent des universitaires, Jacques Aubert, qui dirige l'équipe et est le maître d'œuvre de la traduction, Pascal Bataillard, Michel Cusin, Marie-Danielle Vors et d'autres. Des écrivains, Sylvie Doiselet et Patrick Drevet, moi-même, seul traducteur professionnel. Antoine Gallimard ne fait qu'une brève apparition. Stephen Joyce promet qu'il n'interviendra pas dans la traduction. Un hommage est rendu à la traduction française intégrale de M. Auguste Morel, assisté par M. Stuart Gilbert, entièrement revue par M. Valéry Larbaud et l'auteur, 1929, que nous décidons de dissimuler aussi loin que possible de l'endroit où nous traduirons, ce qui rend évidemment difficile l'utilisation de l'appareil critique de l'édition de la Pléiade. Nous acceptons, comme principe majeur, les mots que James Joyce a mis dans la bouche de Stephen Dedalus dans Stephen Hero. He put his lines together, not word by word, but letter by letter. Nous décidons également de ne pas franciser jusqu'à la gauche. Franciser jusqu'à la gauche, comme l'avait décidé Larbaud à propos de la traduction précédente. Les termes du contrat nous sont proposés et nous demandons à être payés 140 francs le feuillet, 21,34 €. La nouvelle traduction devra sortir le 16 juin 2004, date du 100e anniversaire de Bloomsday, dans les collections du monde entier, sans aucune note. Hiver, printemps, été 2001. 4 universitaires se sont retirés. Valère Novarina, à qui j'avais fourni un mot à mot des premières pages de Circé, m'apprend qu'il est noyé dans ses souterrains verbaux et qu'il n'aura pas le temps de s'occuper de la traduction. Jacques Aubert, sans grand mal, me persuade de prendre en charge cet épisode. L'équipe prend forme définitivement, chaque épisode est attribué. Les contrats sont reçus, signés et renvoyés. Le projet a gentiment chancelé pendant ces 6 premiers mois, mais grâce à la détermination de Jacques Aubert, il repart énergiquement. Toutes les réunions auront lieu à Lyon, où nous sommes les hôtes du Centre de recherche anglaise et nord-américaine de l'Université Lumière Lyon 2. Bien avant la signature du contrat, je me lance dans Ithaque. 9 octobre 2001. Quelle version du texte utiliser? Les éditions sont nombreuses, toutes différentes. Nous finissons par nous accorder sur l'édition de 1922. Les discussions sont âpres sur le degré de francisation des noms propres, surnoms, lieux géographiques. Il s'agit tout d'abord de se mettre d'accord sur le travail de sape du langage de Joyce dans ce livre et ensuite de mesurer jusqu'où nous allons devoir poursuivre ce travail de sape dans la traduction. Nous nous apercevons rapidement que Joyce nous plonge dans le double bind du traducteur. Bien que, du fait des styles totalement différents des épisodes, chaque membre de l'équipe ait une grande liberté, l'immense quantité d'échos dont il faut tenir compte oblige à des choix que tous doivent respecter. Patrick Drevet réussit presque à nous convaincre que les noms de lieux doivent être traduits. Mais nous profitons de son absence lors de la réunion suivante pour faire marche arrière
tout en acceptant qu'il est impossible de donner à ce parti pris une totale cohérence. Patrick se plie avec bonne grâce à cette décision. Nous nous sommes mis d'accord sur le respect de la construction de la phrase, sur un respect presque absolu de la ponctuation de Joyce. Octobre 2001, ma traduction d'Ithaque est terminée. Chacun de nous reçoit la traduction de Télémaque et de Nestor pour critique et suggestion. Je m'aperçois que j'ai quelquefois du mal à accepter les choix des autres traducteurs. Cependant, vu la diversité stylistique des épisodes, il n'est pas question de faire apparaître, telle une langue de feu, l'esprit d'un traducteur collectif. Il s'agit plutôt de schizophrénie à 8. 3 décembre 2001. Nous avons de plus en plus de mal à opérer les choix définitifs lorsqu'ils s'éloignent d'un respect absolu du texte de Joyce. Jacques nous aide à comprendre à quel point les enjeux de Ulysses sont non seulement divers, mais encore contradictoires. Il est donc difficile d'élaborer une lecture commune en vue d'une traduction homogène. Jacques demande à chacun de fournir une traduction qui indique les pages de l'édition Oxford University Press afin que nous puissions nous y retrouver. Il suggère également de dater les versions successives imprimées pour éviter que nous nous perdions. 4 mars 2002. De longs débats nous conduisent à décider de remplacer Mrs. and Mr. par Monsieur, Madame et Monsieur. Nous décidons également de traduire la nomenclature urbaine, bridge, street, etc. Nous prendrons plus tard la décision contraire, qui restera définitive, sauf exception. Jacques, de même que Michel et Marie-Daniel, lisent et commentent les épisodes traduits à mesure qu'ils leur arrivent. Les remarques qui résultent de la lecture des épisodes vont toujours dans le sens d'une plus grande fidélité au texte. 9 septembre 2002. Stephen Joyce refuse la proposition d'une aide financière à l'édition par une institution irlandaise. Nous allons faire une demande de crédit de traduction au CNL, conscients que les discrépances de longueur des épisodes de chacun poseront problème. Longue discussion sur les noms composés chez Joyce et leur transposition en français. Il est évident qu'en français, lorsque ceux-ci contiennent la particule « de », ils ne ressemblent plus à grand-chose. En conséquence, nous utiliserons de préférence « rond de nuit » à « ronde de nuit », « frêne-canne » à « canne de frêne », etc. Michel le Lacanien propose le remords de l'inextimé pour traduire Agenbite of Inuit. Il faudra attendre novembre 2003 pour que Sylvie accepte de le suivre. Pour la devinette proposée par Linehan dans Éole, What opera is like a railway line? The Rose of Castile. See the with. Rose of Cast Steel. J'ai essayé pendant 2 ans de trouver une solution différente de la magnifique trouvaille de Morel. Quel est l'opéra qui ressemble à une filature? L'Étoile du Nord. Vous y êtes? L'Étoile du Nord. Tiphaine me dit avoir besoin de Castille pour les sirènes. Elle finit cependant par accepter ma solution qui a l'avantage de ramener à Homère. Quel opéra fait penser à la tonte des moutons? L'enlèvement des laines. Vous voyez le truc? L'enlèvement des laines. L-A-I-N-E-S. Éole, puis Circé terminé. Sinon réellement terminé, du moins montrable. Je m'aperçois que mes choix sont de plus en plus inventifs à mesure que j'avance. Je relis Ithaque pour que cet épisode-là profite de mon inventivité plus grande. 16 janvier 2003. Gallimard donne son accord pour une postface commune de l'équipe. Tiphaine va entreprendre de traduire Les Bœufs du Soleil, épisode que nous avions, dès le début, accepté de garder dans la traduction de Morel. Elle abandonnera quelques mois plus tard. Nous décidons alors en commun, a posteriori et avec mauvaise foi, que, étant donné que cet épisode est un historique de la langue anglaise, le fait d'intégrer la traduction de Morel en fait un historique de la traduction.
ce qui nous permet de faire taire nos scrupules. Il est néanmoins évident que les échos ne fonctionneront pas à cet endroit-là. Nous débattons à propos de la remise du tapuscrit à Gallimard, des corrections et de la fabrication. Le travail sur l'immense quantité d'échos du livre commence sérieusement à partir des réflexions de Jacques, de l'extrême connaissance du livre qu'a Marie-Danielle et de mon travail informatique sur le texte anglais. De nombreux échanges par email entre les traducteurs tentent de parachever l'harmonisation des échos. Tu trouves chiasse trop fort? Que dirais-tu de merdasse? Je veux bien remplacer mamelle par téton. Les gros tétons doux qui pendaient ont de quoi réjouir Patrick par leur allitération. Qu'en pense Jacques? Soin, soin, ok. Je conserve le blaireau de la bléno. Les noms de certains membres de l'équipe ont pu être intégrés au texte. Nous ne savons pas encore s'ils y seront tous. Le problème posé par Throwaway, qui apparaît 19 fois dans Ulysses, parfois c'est le nom d'un cheval de course, parfois il a le sens de prospectus, parfois il est un verbe, et sur lequel nous réfléchissons depuis le début, est apparemment insoluble. Pascal propose de traduire le nom par jetsam, ce qui permet de jouer sur jetsa. L'objet devient un prospectus. L'écho a été divisé en deux, proposition acceptée. Février 2003. Lorsqu'il est nécessaire de traduire un nom propre ou un surnom parce qu'il a un sens particulier et que ce sens est repris dans le texte, nous décidons de chercher un nom qui sonne anglais, afin de ne pas obtenir un Dublin où tout le monde porte des noms français. Blazes Boylan devient Flamme Boylan, magnifique trouvaille de Tiphaine. Un grand nombre de problèmes apparemment insolubles sont souvent résolus en fin de réunion quand nous nous laissons un peu aller. Étrange activité que de traduire des noms anglais en noms anglais. Nous nous éloignons fort dangereusement de la traduction de Nous nous éloignons fort dangereusement de la traduction de Charybde, nous tombons dans Scylla. Cependant, comme Joyce, eût-il été vivant, nous l'aurait dit, le flou que tu as n'est que mer, gîte, tourbillon. Lors de chaque réunion, chacun, à mesure qu'il ou elle progresse dans la traduction de son ou de ses épisodes, tente de convaincre les autres d'accepter certaines exceptions aux règles que nous avons décidé d'appliquer. Ce sont évidemment les jeux de mots, les néologismes qui sont en cause. Featherbed Mountain reste cependant longtemps un sujet de débat. Faut-il traduire par montagne édredon? Malheureusement, l'endroit existe, mais le texte demande que l'on entende l'allusion au lit. 4 mars 2003. Travail sur Calypso et Hadès. Nous allons parfois glaner des idées dans la traduction italienne, dans la toute récente traduction allemande et surtout dans celle de Morel. Les traductions italiennes et allemandes, d'une extrême platitude, ne nous servent en fin de compte que de repoussoir. Elles manquent totalement d'invention, comparées à la nôtre évidemment. 8 avril 2003. Quelle Bible utiliser? House of Bondage. Maison de l'esclavage, Sassy. Maison de la servitude, Second. Maison d'asservie, Bayard. Wilderness, solitude, Sassy. Désert, Second. Aucune décision n'est prise, mais les échos doivent être respectés. 6 mai 2003, travail sur les lestrigons. 8 septembre 2003, le CNL, dans son rapport, demande que la traduction soit retravaillée et présentée à nouveau. Étant donné que les textes que nous avions envoyés étaient loin d'être définitifs, suivant en cela la demande expresse du CNL, nous comprenons mal les critiques qui nous sont adressées. Nous envoyons malgré tout au CNL nos versions actuelles. 25 septembre 2003. Nous discutons de la traduction de Charybde et Scylla. Sylvie n'ayant pas pu assister aux réunions, ses partis pris manquent de cohérence par rapport au reste du texte. Tout le monde relit sa traduction de cet épisode et émet des propositions permettant de l'intégrer à l'ensemble. 24 octobre 2003. Jacques est absent. Il a remis à Tiphaine le carnet rouge où il note depuis le tout début
les pièges et leurs solutions. Nous en venons à bout et atteignons Z en fin de journée. Nous tentons de profiter de l'absence de Jacques pour éliminer sans le lui dire... Nous tentons de profiter de l'absence de Jacques pour éliminer, sans le lui dire, un brise-bise qui nous reste en travers de la gorge. Peine perdue, un espion le lui apprend. 21 novembre 2003. Dernière véritable réunion de travail. Tous les épisodes doivent m'être envoyés d'ici le 10 décembre. J'harmoniserai la typo et les formats informatiques afin que l'intégralité de la traduction puisse être imprimée et envoyée à chacun qui relira l'ensemble. Le texte définitif, sur papier, sera envoyé à Gallimard au milieu du mois de décembre et la version numérique plus tard, quand nous aurons reçu les corrections et les aurons intégrées. Je propose de faire relire la traduction par un correcteur ne connaissant pas le français, afin d'être plus proche de l'esprit de l'original qui avait été donné à des compositeurs ne connaissant pas l'anglais. Le moment venu, nous essaierons de le faire accepter par Gallimard. Nous apprenons que des crédits de traduction ont été accordés à 4 des traducteurs, ceux qui traduisent une partie importante du livre. Gallimard a également eu droit à l'aide du CNL. Nous espérons tous que le 16 juin, grâce à la générosité de Gallimard, toute l'équipe s'envolera vers Dublin afin de participer aux fêtes et au ripaille. Un peu nerveux, gaffe au coup de vent, vont tous boire un coup, bras dessus, tous à la rince, avec nos casquettes de yachtman,